J'ai une question pour vous. Qui pratique l'example mapping? Quelques-uns, c'est bien. Pas de souci si vous ne pratiquez pas, je vais expliquer ce que c'est. J'ai une autre question. Qui connaît un peu le DDD, le Domain Driven Design? Ok, il y a un peu plus de mains là, ouais, effectivement. Encore une autre question. Qui pratique l'event storming? À peu près les mêmes. Ok. Bon, je vais commencer. Donc, je vais me présenter. Donc, moi, j'ai plus de 30 ans d'expérience. J'ai naturellement été développeur, architecte global. Et puis, depuis quelques années, je suis coach agile et coach technique. C'est principalement les deux activités que je fais. J'ai ouvert le Meetup BDD Paris en 2015, je crois, ou non, 2016. Et puis, après le Covid, j'ai refait quelques essais, puis il y avait tellement de no-show que j'ai un peu laissé tomber, mais je vais le reprendre. Et puis je suis conférencier, formateur, à la fois en France et puis à l'étranger. Alors, je vais vous parler de l'example mapping d'abord pour qu'on soit tous sur la même page, de manière à ce que vous compreniez bien la suite. L'idée, c'est d'aller au-delà de l'example mapping. Donc, il faut déjà comprendre l'example mapping. Donc, l'example mapping, ça vise à avoir des conversations structurées. Alors, on va voir ce que c'est qu'une conversation structurée pour illustrer des exemples concrets sur la base de critères d'acceptation, ça doit vous parler, sur une user story. Donc, l'example mapping, déjà, ça parle d'une seule user story à la fois, pas de plusieurs. Alors, on veut aligner les modèles mentaux, le product owner, le dev, le QA. Alors, vous allez me dire, mais ça, j'ai déjà vu. C'est mes copains, les trois amis. Ouais, sauf que les trois amis, ça existait avant l'example mapping. Moi, j'étais déjà là en tant que coach et j'avais vu pas mal de meetings BDD où il y avait des réunions trois amis. Alors, ce n'est pas que ça ne marchait pas bien, des fois ça marchait bien, puis des fois ça ne marchait pas, parce que ce n'était pas suffisamment structuré. Et c'est là où l'example mapping vient apporter une réponse intéressante. Alors, l'idée, c'est qu'on va avoir des conversations, et j'aime bien reprendre ce que dit l'ISKAE. Alors, l'ISKAE, c'est, on va dire, quelqu'un qui a beaucoup compté dans le BDD à ses débuts, et elle a apporté quelques phrases. Alors là, j'ai tout traduit en français pour la conférence. J'ai traduit en français ce qui est dit. Donc avoir des conversations est plus important que capturer les conversations, est plus important que d'automatiser les conversations. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que avoir des conversations, c'est essentiel. Si on commence le démarrage d'un produit en évitant d'avoir des conversations sur les règles métiers qui sont associées à un besoin, on n'a rien compris. On va laisser les développeurs perdus, donc ce n'est pas une bonne idée. Alors, c'est quoi une conversation structurée? C'est simplement un va-et-vient entre deux personnes. Je pose une question, on me répond immédiatement. Il n'y a pas de blanc. C'est ça quand on dit que c'est structuré. Donc, dans le cadre de l'example mapping, peux-tu me donner un exemple concret, s'il vous plaît? S'il te plaît. Pourquoi un exemple concret? Parce que quand c'est concret, Homo sapiens le comprend bien. Donc, on veut aussi que les workshops durent 25 minutes. Alors, 25 minutes, ce n'est pas beaucoup, mais moi, mon expérience m'a montré que si les user stories n'étaient pas forcément des vrais user stories, étaient plutôt des mini-épiques, ça prenait beaucoup de temps. Donc, l'idée, c'est de vérifier que vos user stories respectent Invest. Alors, je ne sais pas si vous connaissez le Invest, à peu près. J'ai mis ce que c'était. Donc, la story doit être indépendante. Négociable, ça veut dire que vous pouvez éventuellement avoir une conversation pour revenir sur quelque chose sur la story. Ce n'est pas un contrat. Ça apporte de la valeur. C'est estimable, donc on est capable d'avoir une durée d'implémentation. Elle est petite. Donc, ça veut dire qu'on peut la développer au sein d'une itération ou d'un sprint. Je viens de l'extrême programming à l'origine. Et testable, c'est-à-dire qu'on imagine la tester facilement. OK? Et on va finir par un consensus, c'est-à-dire que les gens, durant le workshop,
à la fin des 25 minutes, on est tous d'accord. Et ça, c'est important. Alors, dans un cadre purement BDD, l'example mapping ou la phase de découverte est le prélude à la formulation. On ne va pas parler trop de formulation, puisqu'on n'est pas dans un cadre purement BDD, mais je vous le dis, ou sinon, on peut partir sur la base du workshop pour démarrer des tests d'acceptation. Alors, je vais m'appliquer à moi-même le souci de donner un exemple concret. Donc la première chose, et ça on le trouve rarement dans les ouvrages qui parlent d'example mapping, et ma longue expérience sur le sujet m'a montré qu'il était essentiel, si on était au début du produit, de rappeler la vision du produit pour que l'équipe soit complètement, on va dire, au courant de ce qu'on va faire au sein de ce produit. Alors là, j'ai pris un exemple qui est l'exemple de Shouty. Alors c'est l'exemple que donnait Cucumber dans les workshops liés à BD2. Et je vais vous lire ce qui est écrit. Donc, nous développons une nouvelle application de médias sociaux présentant certaines similitudes avec Twitter, qui s'appelle Shouty. Les utilisateurs de l'application pourront crier, seront entendus des autres utilisateurs dans un rayon de 1000 mètres du crieur. Donc, on a quelques informations chiffrées qui nous informent sur quelque chose. Après, nous avons quelques personnages, Sean et Lucy. Alors, je ne vais pas translater en français les prénoms. Shouty prendra initialement en charge les cas d'utilisation suivants. Café à moitié prix au Barnet Café jusqu'à midi aujourd'hui. Happy Hour au O'Sullivan Irish Pub de 17h à 23h. Ça aussi, ce sont des règles métiers qui sont importantes. Et enfin, on dit que la plateforme cible est constituée de smartphones compatibles avec un GPS. Exigence fonctionnelle, l'écrit doit être uniquement du texte, limité à 2000 caractères. Et on répète, la portée d'écrit doit être de 1000 mètres. Là, on a planté le décor. Imaginons qu'on ait le premier workshop, example mapping. D'abord, dans l'example mapping, on commence par la carte, l'index carte jaune. La couleur jaune symbolise la story. Après, la story, on ne va pas l'écrire en tant que, etc. On va prendre juste la synthèse. Là, écoutez un cri. Puis, toujours le PO. Donc, le PO écrit, ou la PO écrit la story et la règle métier. Donc, apporter un cri se fait entendre. Et QA, développeur, et éventuellement une autre personne qui a un lien connexe par rapport à la user story, est présente et dit « Peux-tu me donner un exemple concret, s'il te plaît, ou s'il vous plaît ?» Et à ce moment-là, QA et développeur et autres personnes peuvent écrire sous cette forme. Alors, c'est important parce que cette signification, elle est essentielle. Vous avez vu ici, j'ai mis un supérieur, qui veut dire que c'est l'action. C'est un petit symbole simple. Et là, c'est une flèche, ça veut dire c'est l'outcome. Alors en même temps, vous me dites, ouais, mais c'est ça aussi. Oui, effectivement, c'est ça aussi. Mais on ne l'écrit pas. Pourquoi on ne l'écrit pas? Parce que j'ai vu des fois des séances où les gens se forçaient à parler en given when then. C'est une catastrophe. Parce que c'est tellement compliqué à faire qu'on en oublie le besoin. Or, ce qu'on veut, c'est illustrer le besoin. Donc, on le fait de manière extrêmement simple. On n'utilise pas given when then. D'accord? Puis on continue, je n'entends pas mon propre cri, donc on prend toujours des exemples concrets. Vous voyez, c'est chiffré, hein, on a les valeurs. Donc ça peut se facilement s'implémenter au niveau du code. S'il n'y a pas de valeur concrète, c'est compliqué. Je continue, un cri hors de portée n'est pas entendu. Donc je prends un exemple. Donc Lucie est maintenant à 0,0, Sean est à 0,1000. Sean crie, Lucie n'entend rien. Hein, voilà. Donc, ça permet de borner les choses et de mieux comprendre de quoi on parle. À l'issue de ça, je vous accorde qu'il faudrait peut-être plus d'exemples, mais parce qu'on a utilisé des valeurs numériques, des choses concrètes,
l'équipe qui est présente, QA et développeurs, ressortent du meeting avec une compréhension quasi parfaite. Et puis vient une question, quelqu'un dit qu'est-ce qui se passe si si je crée un message de supérieur à 2000 caractères? Et le PO dit je ne sais pas. Donc on prend le carton rouge, non pas pour le blâmer, mais plutôt pour dire on va parquer la question. Et je vais revenir avec une réponse rapidement. Donc à la fin, on a cette cartographie. La question parfois que j'entends, est-ce que je dois garder cette cartographie? Non. Les plus importants ici, c'est les cartes vertes. C'est celles avec les exemples. D'accord? Parce que les règles, on les connaît, le PO le connaît. Et les vertes sont l'illustration des règles métiers. Donc c'est ça qui va permettre à l'équipe de développement de démarrer très vite. Alors je vais vous parler de l'event storming. Alors, l'event storming, ce n'est pas du tout l'example mapping, ça ne parle pas d'une user story. Donc, l'event storming, ça permet de comprendre collectivement le métier au niveau d'une entreprise composé de flux narratifs. Alors, en disant ça, ce n'est pas très clair, je vais zoomer un peu. Donc, il y a 3 types d'event storming. Celui que la plupart des gens connaissent, c'est le big picture, c'est-à-dire on va exprimer avec des événements métiers toutes les fonctionnalités d'une entreprise. Ça prend 2 heures, 2 heures et demie. Après, on a le processus, le process modeling, où là, on est plus entre 2 applicatifs pour analyser les événements, et là, on aura une sémantique plus riche. Et enfin, on a le design pour une application. Et là, on a la totalité de la sémantique liée à la modélisation. Donc, il nous faut une surface de design, c'est un papier blanc le plus long possible pour que les gens ne se limitent pas. Si vous offrez une surface de modélisation trop petite, les gens vont se limiter eux-mêmes, c'est humain. Donc, si vous en donnez une grande, les gens vont essayer de s'exprimer le plus possible. Il faut offrir naturellement la légende des stickers qu'on va utiliser et offrir les Sharpies et les stickers sur une table de manière à ce que les gens prennent un Sharpies et des stickers pour exprimer ce qu'ils connaissent du système. Donc, ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est qu'on met l'orientation du temps. Donc, on part à un moment donné dans le logiciel, généralement sur un besoin utilisateur, et puis on trace les comportements dans le système. Donc attention, ce n'est pas une user journée, ça n'a rien à voir. On va à l'intérieur du système. Ce n'est pas un parcours de l'IHM, c'est complètement différent. Alors, la chose peut-être la plus compliquée dans les grosses entreprises, c'est d'inviter les bonnes personnes. Ça, il y a des gens, ils ont des agendas de ministres. Parfois, on attend plusieurs semaines pour pouvoir démarrer un event storming, tellement les gens sont pris dans leur travail. Donc, fournir une surface limitée, j'en ai parlé, les marqueurs, les post-it, et modéliser toute une ligne métier avec les événements du domaine. Alors, un événement du domaine, c'est d'abord un post-it orange. Donc, si vous n'avez pas d'orange, ce n'est pas grave. Vous prenez la convention que votre couleur sera l'événement. Pas non plus se crisper parce qu'on n'a pas d'orange. Après, on va toujours utiliser le participe passé, d'accord? Parce que c'est un fait. Ça a existé, ça ne peut pas échouer, c'est un fait. Donc, je vais prendre un exemple après, et ça doit être exprimé dans le vocable du métier, que l'expert du domaine comprenne. Alors, par exemple, j'ai acheté un item, j'ai envoyé la facture et j'ai payé la facture. Voilà. C'est que des choses qui ont eu lieu. Et finalement, je raconte là, c'est une toute petite histoire qui raconte quelque chose. Si on prend un cas plus complet, donc réserver des places dans un théâtre, donc on commence à mettre des stickers orange, on va plus loin, et là, il se passe le moment où tout le monde a mis
de manière très personnelle les événements qu'il avait compris. Donc on va avoir pas mal de doublons, et ça c'est pas grave, ça laisse la place à la créativité et chacun y met ce qu'il veut, mais très rapidement on va éliminer tout ce qui n'est pas nécessaire. Voilà. Et donc ça c'est... Ah oui, effectivement. Donc je vais expliquer les éléments essentiels. Donc le vert c'est les données, le bleu c'est la commande. Le jaune, c'est le logiciel que vous devez coder. Et il émet à lui-même un événement de métier qui peut éventuellement être consommé par ce qu'on appelle la policy. Donc ça, c'est un système qui a des règles métiers, mais qui n'est pas à développer, et qui donne lieu à une commande qui appelle éventuellement un système externe et un événement métier. Donc vous voyez, on a une sémantique qui permet de décrire sémantiquement beaucoup de choses. Donc voilà, on avance, on a mis quasiment tout, sauf notre élément au milieu on définit comme étant le cœur domaine de notre problématique, et on le replace par du jaune qui veut dire que c'est là qu'on doit développer. À partir de là, on peut se poser la question comment fonctionnent les ateliers de découverte. C'est important de prendre un peu de recul. Donc la première chose, c'est que tout humain adore les histoires. Ça, c'est une caractéristique. Et dès tout petit, on le fait. Donc, on aime raconter des histoires. Et une user story devrait toujours donner lieu à une conversation avant d'être écrite dans Jira ou dans whatever. Sinon, ce n'est pas une user story. Ce que dit Jeff Patton, c'est que ce qui est important de mettre sur la story, c'est la synthèse de la conversation. Et on va se souvenir en voyant la story des éléments qui ne sont pas écrits sur la story. Donc avoir des conversations peut aider à clarifier. Il faut aussi visualiser en même temps d'avoir des conversations. C'est essentiel, la visualisation et la parole simultanée. Alors, effectivement, quand vous découvrez un problème, peu à peu, vous passez d'un élément qui n'est pas très clair à quelque chose qui devient très clair. Et puis, à la fin, quand on a compris, tout est clair. Alors, les différentes phases, pour l'event storming, par exemple, il y a la phase de découverte, puis on explore, c'est la phase organique, et puis à la fin, on recadre, on enlève tout ce qui n'est pas utile. Donc, si on revient à notre sujet, la question, c'est, une fois qu'on a ça, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce que ma compréhension est suffisante pour faire le pas pour développer mon produit? Ce n'est pas facile de passer de l'espace du problème à la solution, et moi, ça m'a beaucoup travaillé, et c'est à un moment donné, j'ai compris qu'il y avait une possibilité en détaillant les ateliers. Et donc là, si je prends les deux ateliers Event Storming et Example Mapping, je vois que le mot invariant en Domain Driven Design, qui veut dire règle métier, je peux le relier à la règle métier. Et donc à ce moment-là, j'ai une relation. Donc si j'ai une relation, je peux appliquer un example mapping sur le software que je dois développer. Bien évidemment, ce n'est pas une user story, c'est plutôt un epic, mais je m'en moque parce que ce qui va m'intéresser, je vais aller un peu plus vite, c'est d'illustrer tout le code que je dois développer avec des exemples concrets. Vous voyez ici, je n'ai pas utilisé de texte, j'ai fait un dessin. Parce que par rapport à mon sujet, un théâtre avec des places à réserver, c'était plus pertinent. C'est tout à fait légal en example mapping de faire ça. Donc, pour aller encore plus loin, j'ai sorti des grimoires le CRC Card. Le CRC Card, c'était une technique qui était utilisée il y a très très longtemps, au moment de l'extreme programming. Les acteurs de l'XP avaient inventé cette technique pour faire de la modélisation objet. Donc, l'idée, c'est de modéliser les classes et les relations entre elles. C'est un workshop qui a lieu assis avec des index cards, des Sharpies. On réfléchit beaucoup, on collabore, on essaye de nommer les classes, de trouver les responsabilités et les collaborations avec ces classes. Modéliser ensemble, c'est avoir des conversations structurées, parce que est-ce que je collabore avec toi ou pas? Ça fonctionne comment? Donc on a une index card qu'on sépare comme ça. En haut, c'est la classe ou le candidat, les responsabilités, le collaborateur. Ça, c'est le format d'une CRC card classique. Et puis là, on a un besoin, donc il existe
dans la réservation de sièges de train, il existe diverses règles politiques commerciales autour desquelles les sièges peuvent être réservés. Un train, dans son ensemble, pas plus de 70% des sièges ne peuvent être réservés à l'avance. Aucune voiture individuelle ne devrait avoir plus de 60% des sièges réservés. Et si je vais plus loin, cependant, il y reste... Ouais, et si j'avance... Ouais, j'étais un peu vite, j'ai raté quelque chose. Voilà. Cependant, la règle commerciale stipule que vous devez placer tous les sièges d'une réservation dans la même voiture. Et la voiture ne doit pas dépasser 70% d'occupation. Donc, c'est compliqué. Si on reprend le CRC Card, à ce moment-là, on peut dire qu'on a clairement une classe train. On sait qu'il y a 70% max. On se doute qu'elle collabore avec une voiture, qu'on appelle coach en anglais, et on obtient quelque chose de relativement simple. Là, je vous l'affiche comme ça. Peut-être qu'on a mis 2 heures pour aboutir à ça. Mais l'idée, c'est que le PO est présent. On n'a pas dégainé le code ou UML ou je sais quelle technique qui pourrait lui faire peur. Le but, c'est d'être inclusif et d'utiliser de l'outillage que le PO puisse comprendre. Alors, pouvons-nous connecter un example mapping au CRC Card? Je vous le montre. Le CRC Card, il a des règles métiers, l'example mapping aussi. Donc, si on l'applique à notre contexte, donc le théâtre, on a la rangée. Qu'est-ce qui peut aller dessus? Suggérer des chaises adjacents ou ceux qui sont au milieu de la rangée. Et enfin, le siège, ceux qui sont disponibles. La règle qui concerne le plus près de la scène, c'est pour l'auditorium. Et comme ça, on a réparti les règles métiers par rapport au CRC Card. Si je regarde le résultat final, finalement, sur la base de mon example mapping, j'ai pu sketcher un début d'architecture de classe en réutilisant les exemples de l'example mapping. La question, c'est si je n'ai pas fait d'event storming, est-ce que je peux quand même utiliser le CRC Card ou d'example mapping? Oui, on peut utiliser le user story mapping. Le user story mapping, ce qu'il y a sur le user story mapping, ce n'est pas vraiment des user stories, c'est des épiques. Donc, pas de problème, on peut utiliser un élément de user story mapping pour l'illustrer à base d'exemples en utilisant la technique de l'example mapping. Alors, est-il possible d'aller encore plus loin pour aller quasiment au code? C'est-à-dire, on est passé de l'event storming, de l'example mapping, du CRC Card, et là, on va beaucoup plus loin. On appelle le code formulation. Et là, on va utiliser les exemples de l'example mapping. Et donc là, qu'est-ce qu'on peut faire? Là, j'ai écrit ma carte verte, et là, je vais produire le code associé. C'est-à-dire qu'avec la carte verte, je peux parfaitement commencer à écrire le code associé. Donc là, je suis passé d'un élément très large à un élément tout petit, parce que mon cerveau, progressivement, il a commencé à voir globalement et localement. Après, bien évidemment, à ce niveau-là, on fait du TDD outside-in. Je ne vais pas dire ce qu'est le TDD outside-in. C'est un TDD, on commence par un test d'acceptation, mais il y a quelques subtilités à expliquer. Ouais. Et donc, quand vous voyez la liste des éléments qui sont utilisés par rapport à l'example mapping, on voit que l'example mapping est souvent utilisé. Donc, en fait, en partant de l'example mapping, j'ai découvert plein d'ateliers connexes qui me permettaient de faire une continuité dans la compréhension métier. Et ça, c'est très important parce qu'il n'y a pas de saut pour les équipes pour comprendre le besoin. Alors, les ateliers de type Mashup, c'est comme ça que je les appelle, fournissent une vision à la fois claire et progressive, ça c'est clair, la compréhension collective des besoins utilisateurs ou clients, permet de comprendre depuis un niveau gros grain vers un niveau de grain fin, c'était le défi, obtenir une vision collective globale et locale, alors qu'on l'appelle parfois glocale, augmente la compréhension métier de l'équipe de développement, augmente la créativité de l'équipe de développement, augmente la qualité du produit, augmente l'impact client-utilisateur. Alors, j'ai dessiné ça en 2018, je l'ai publié beaucoup plus tard, et vous remarquerez que là, ce n'est pas un CRC Card, parce qu'à l'époque, j'avais utilisé un diagramme UML de classe. Et ça, c'est un rejet des PO, ils ne comprennent pas. Donc, ce n'est pas la peine de l'utiliser, ça ne sert à rien.
Donc, mon expérience, l'example mapping, j'ai commencé à l'utiliser en 2013, ça commence à dater. J'ai commencé les event storming en 2015. J'ai fait mon premier mashup en 2017. J'ai remplacé l'UML par CRC Card en 2019. La formulation de code en 2021. Vous voyez, c'est lent, hein, ça ne se fait pas du jour au lendemain. Et donc, pour conclure, pratiquez beaucoup d'ateliers, ça vous permet d'avoir une longue expérience et de comprendre les possibilités. N'abandonnez pas en chemin, analysez chaque sous-type de votre atelier. Soyez vigilants sur tous les possibles. Vous n'avez peut-être pas vu un autre atelier de connexion possible avec votre atelier courant. Testez votre atelier mashup avant de l'appliquer systématiquement. Donc, jouez-le plusieurs fois avec vos équipes. Adaptez vos mashups, faire un pas de côté, réfléchir à de nouveaux usages, avoir une vision locale, faciliter la compréhension des besoins métiers et utilisateurs. Voilà, j'en ai terminé. Je vous remercie. Alors, vous pouvez encore utiliser Slido aussi si vous le souhaitez, ou lever la main. Alors, est-ce qu'il y a quelqu'un dans le public ? Bonjour. Moi, j'ai une question sur la fin. Une fois qu'on a revu la story ensemble, oui. Donc vous préconisez, de ce qui est important, c'est les exemples, ça j'ai bien compris. Oui. Et est-ce qu'après on garde une autre trace que les exemples dans une carte, ou vous préconisez de garder quand même le début, ou non, peu importe? Non, pas du tout. En fait, il faut comprendre que dans un projet, ou plutôt dans un produit, un example mapping, on va peut-être en faire tous les 15 jours. Alors, ce que je n'ai pas dit, c'est qu'on ne fait pas systématiquement des example mapping. On le fait que sur des stories qui sont un peu compliquées. Donc, on les prépare. Le PO se prépare pour avoir les exemples concrets à proposer à l'équipe. Donc, il y a de la préparation en amont. Une fois que c'est fait, on a la trace dans le code. C'est-à-dire que tous les tests d'acceptation doivent être écrits en rappelant la règle métier. Bon, je ne vais pas vous le présenter, mais j'ai des exemples où c'est le cas. Donc, on n'a pas besoin de ça. On n'a pas besoin de garder ça. Ce n'est pas la peine. On va très très vite. Au bout de 3 mois, on aura fait plein de choses. Par contre, tous les tests d'acceptation vont remémorer la règle métier et les exemples sont dans le test d'acceptation. L'assertion est basée sur les valeurs exprimées dans la carte verte. Et du coup, parce qu'au début, vous présentiez la phrase là, de Liz Keogh, ouais. Si on n'a qu'une conversation, c'est déjà bien. Et ouais. Si on n'a pas de test d'acceptation automatisé derrière, qu'est-ce qu'on... Il faut remettre dans le contexte. Quand Liz Keogh fait cette phrase, c'est un petit peu la fête de Gherkin et à tous les étages. C'est-à-dire que les développeurs s'emparent de Gherkin en disant « voilà mon nouveau framework de test ». Et oublient totalement la philosophie de BDD. Donc, elle pousse le trait un peu fort en disant hey, « le plus important, c'est d'avoir des conversations. Ce n'est pas de faire joujou avec Cucumber ». Voilà pourquoi elle l'a dit. D'accord ? Est-ce qu'il y a d'autres questions ? C'était clair. Oui. Du coup, j'ai une question. Pouvez-vous donner un autre exemple, s'il vous plaît ? Je ne sais pas si la question est arrivée avant ou après. Un exemple de ? Je n'ai pas de précision. Sinon, en attendant, si la personne peut repréciser l'exemple, j'ai pouvez-vous... juste avant ça, quand vous avez commencé la formulation du code, avez-vous délaissé certaines autres méthodes ou ça vient toujours en complément des autres méthodes ? Alors, la formulation du code est quelque chose qui vient remplacer la formulation Gherkin. Donc, je fais une petite parenthèse sur BDD. Quand vous faites la phase de discovery, vous avez des cartes qui sont plus ou moins
exprimés dans le langage du métier, puisque ce sont les développeurs et les QA qui les écrivent. Donc, on n'a pas forcément une nomenclature, une réutilisation des mots du domaine dans l'exemple. En BDD, quand on désire aller vers la génération de Gherkin, on va traduire les exemples en Gherkin et on va surtout faire une revue et on va s'efforcer d'exprimer le Gherkin de manière concise et dans l'esprit du produit, avec les mots du produit. Alors vous me direz, pour ceux qui font du Domain Driven Design, vous me direz, mais est-ce que ce n'est pas le langage ubiquitaire qu'on veut utiliser dans le DD? C'est la même chose. D'accord? C'est la même chose. Le but, c'est que les scénarios soient brefs. Donc ça, c'est un acronyme de formulation. En d'autres mots, ils soient frugales, mais en même temps très explicites. Quelqu'un du métier lit le scénario et il n'y a pas d'ambiguïté. C'est très clair. D'accord? Quand on passe directement en code, on va garder cette philosophie dans les noms des tests. Les noms des tests vont être extrêmement longs parce qu'ils vont exprimer de manière équivalente à la formulation Gherkin ce qu'on est en train de faire. On ne va pas faire de given one then, mais on va expliquer la règle métier. Le fait de faire du Gherkin, c'est qu'il y a quand même des attentes vis-à-vis de ce qu'on appelle la documentation vivante. Donc il y a des stakeholders qui souhaitent voir la documentation publiée au fil de l'eau de la construction du produit. Des fois, vous êtes dans une start-up, vous n'avez pas besoin de ça. On vit tous ensemble, on sait exactement. Donc, par contre, la compréhension, il faut quand même la distiller. Donc, faire l'example mapping, c'est mandatory si c'est compliqué. Si la règle métier est complexe, il faut le faire. Par contre, faire du Gherkin systématiquement, ce n'est pas forcément utile. Ça dépend du contexte. Je ne sais pas si ça répond à ta question. Okay. J'ai deux autres questions. Peut-être implicitement, il y a eu déjà des réponses qui ont été faites, mais je les pose. Pouvez-vous définir ou expliquer le DDD? Le DDD? Le DDD. Oula, il nous faudrait plusieurs heures. Donc, globalement, le DDD, ça a été inventé par un monsieur qui s'appelle Eric Evans, qui a passé de longues années de consulting, principalement dans des grandes entreprises. Des enterprises, donc l'équivalent du CAC 40 français. Et à la suite de ces observations et de tous les défauts qu'il a pu remarquer dans les équipes qu'il coachait, il a abouti à une approche, une philosophie qui s'est appelée Domain Driven Design. Donc, le domaine qui est quelque chose qui est clé pour découper la logique métier de manière à limiter la charge cognitive de chaque individu dans l'organisation. En d'autres mots, si on découpe l'organisation par domaine métier et que chaque domaine métier est découpé en équipes sur des spécificités de ce domaine, chaque équipe a une connaissance intègre de ce qu'elle a à faire, avec un vocable qui lui est propre, on suppose que dans ces conditions, exprimer les documents, les mails, le code dans le langage ubiquitaire, celui du domaine expert, mais aussi des développeurs à force de comprendre les aléas métiers, on se retrouve dans une posture plus efficace pour collaborer avec les autres équipes. Donc, on appelle ça un bonding context, le découpage d'une équipe, parce que ce n'est pas seulement l'équipe, c'est aussi les stakeholders, les gens qui viennent apporter leurs connaissances à l'équipe au fil du projet. Après, pour la partie technique, c'est un peu comme Cucumber. Les développeurs, quand on leur dit DDD, ils disent agrégat, entité, value type, et puis le reste, ils s'en foutent. Donc ça, c'est juste de l'outillage. Effectivement, ça fait partie de DDD, mais c'est la partie tactique, la partie technique. Le plus important, c'est comme l'ISCAE tout à l'heure, c'est de comprendre le découpage en body context et savoir si le body context est
cohérent et consistant par rapport au sujet qu'il doit traiter. Ça, c'est essentiel. Alors maintenant, je vais vous dire pourquoi. Parce que si votre bounding context est effectivement consistant par rapport au sujet, votre charge cognitive va être beaucoup plus simple à gérer. Ça veut dire que quand il va falloir modéliser vos règles métiers, vos algorithmes nécessaires pour réaliser le problème que vous voulez traiter, votre cerveau sera nettement plus disponible pour le faire. Et là, on a à nouveau, au niveau du code, une autre approche qu'on appelle Model Driven Design, qui est composée de Supple Design et de Deep Modeling, qui sont deux approches qui se marient pour résoudre les problèmes métiers très complexes. C'est-à-dire, Supple Design, c'est une forme de clean code spécifique à DDD pour rendre le code indépendant, autonome, mais au niveau des classes, au niveau des méthodes, tout ça, ça doit être extrêmement propre, extrêmement autonome, de manière à lâcher le cerveau sur ces problèmes-là et à se concentrer sur la modélisation de votre modèle. Votre modèle n'est pas du design. Le design, c'est faire quelque chose de propre. Le modèle, c'est résoudre le problème. Donc, si vous arrivez effectivement à éliminer la complexité en nommant votre code très proprement, c'est-à-dire que votre cerveau va l'intégrer et vous n'allez plus vous en occuper, vous êtes concentré sur la problématique que vous avez à résoudre. Voilà les deux volets de DDD, c'est-à-dire l'organisation et l'approche de modélisation liée au code. Je ne vais pas plus loin parce que c'est beaucoup plus large que ça, mais c'est pour vous résumer un peu ce qu'est Domain Driven Design. Et bien sûr, ça comprend savoir faire du TDD, savoir refactorer, etc. Il y a beaucoup d'éléments connexes au Domain Driven Design sur la partie tactique. Est-ce qu'il y a d'autres questions ? On a le temps pour une toute dernière question. Est-ce qu'il y a quelqu'un dans le public ? S'il n'y en a pas dans le public, j'ai une dernière question. Comment faire le mash-up entre tous les outils et qu'est-ce que ça apporte aux équipes ? Déjà, je l'ai dit, un mash-up, en général, ça permet d'avoir une continuité dans la compréhension. Ça, c'est le premier avantage. Après, comment faire ? Je l'ai dit un peu, il faut pratiquer les deux ateliers suffisamment pour voir s'il y a un élément de corrélation entre les deux ateliers. D'accord ? C'est vraiment quand vous êtes dans une maîtrise suffisante d'un premier atelier et d'un second que vous pouvez les relier. Si vous êtes débutant dans les deux, ça va être difficile. Si vous avez beaucoup d'expérience dans chacun, à ce moment-là, vous allez pouvoir le faire. Ouais. Après, ce que je peux vous dire, c'est que pour les équipes à qui je le fais faire, c'est tout simplement super bien. Ouais. C'est très agréable d'avoir une continuité des choses.